podcast Studio Dilettante. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi. Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses. Rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement et sans prise de tête la politique tous les lundis avec mon camarade Nemo sur Apple Podcast, Spotify et globalement toutes vos applications de podcast préférées. Et on revient à la base. C'est quoi la droite, la gauche? C'est quoi un président? C'est qui, je sais pas, Emmanuel Macron par exemple. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, je vais vous présenter déjà mon camarade Nemo qui m'accompagne. Salut Nemo. Salut Adrien. Est-ce que tu es prêt à gagner, à triompher? Ah, toujours. Eh bien, pour introduire ça, petit extrait sonore. Parce que voilà, c'est un peu une bataille de ce dont on va parler aujourd'hui. C'est un peu un jeu quelque part, puisque qu'est-ce qu'on vient d'entendre en fait? Eh bien, on vient d'entendre le générique de Questions pour un champion présenté par le streamer Samuel Etienne sur France 3 tous les jours, si je me souviens bien. Et donc, on va parler plus exactement, nous, des questions au gouvernement, les QAG, comme on les appelle, qui sont une séance qui a lieu tous les mardis à l'Assemblée nationale et tous les mercredis au Sénat. Et oui, 2 fois par semaine, vous êtes probablement captivé devant votre téléviseur pour une séance durant les sessions extraordinaires en tout cas, où en fait les députés, nos députés et nos sénateurs et sénatrices viennent poser des questions au gouvernement. Alors, c'est 15 questions, si je dis pas de bêtises, Ça, c'est au Sénat. C'est au Sénat, pardon. Ça, c'est 15 au Sénat, 28 à l'Assemblée, si je dis pas de bêtises. Donc, qu'est-ce qui s'y joue, qu'est-ce qui s'y passe? C'est quoi ces questions? En fait, ces questions, c'est généralement un moment de bilan de la semaine, en fait. C'est-à-dire, c'est des moments où les députés et les sénateurs vont aborder tous les sujets dont ils ont entendu parler, soit dans leur circonscription, soit via les élus locaux, soit tout simplement parce que c'est dans l'actualité, et où ils vont adresser des questions au gouvernement dans un échange. C'est-à-dire que le député pose sa question, le gouvernement envoie le ministre qu'il souhaite pour répondre, et éventuellement, il peut y avoir un droit de réplique, une rééchange, etc. Mais c'est à un moment donné où, grosso modo, on est purement dans le pouvoir de contrôle du législatif, c'est-à-dire que c'est le moment où généralement l'opposition essaie de mettre en difficulté le gouvernement en leur posant des questions sur ce qu'ils ont mal fait selon eux, et la majorité qui dispose quand même de quelques questions à poser essaie de mettre en avant l'action du gouvernement au travers de ces questions. C'est un vrai théâtre, pour le coup on est vraiment dans le côté tribunicien, dans les hémicycles qui mettent en scène des débats, mais c'est aussi au-delà de ce jeu de forme, c'est quand même le moment donné où on peut aborder des questions de fond et où, quand il se passe quelque chose, le gouvernement sait que session ordinaire ou extraordinaire, il ne pourra pas échapper au questionnement et que ce questionnement sera public, en vidéo et donc susceptible d'être pris, d'autant plus à l'heure actuelle où arrivent de plus en plus ce qu'on pourrait appeler des questions Twitter, YouTube, c'est-à-dire ce sont des questions qui sont faites pour être diffusé juste derrière sur les réseaux sociaux. Oui, il y a des grands moments de démocratie et parfois des moments heureux ou malheureux. Je pense notamment à Cahuzac, le ministre du budget sous François Hollande, si je ne dis pas de bêtises, qui avait assuré qu'il n'avait absolument pas de compte en Suisse et en fait il s'avérait que si. Ou Hollande qui avait réussi à faire sortir Villepin de Ségon, je crois, sur la privatisation de GDF, si je ne dis pas de bêtises. Oui, où Villepin lui avait dit « Je dénonce, monsieur Hollande, la lâcheté dans votre attitude » et qui s'était vraiment énervé. Les QAG, c'est vraiment un moment où le gouvernement est face à ses responsabilités, du moins en théorie. Alors il peut, ce qu'il fait souvent d'ailleurs, il peut louvoyer, il peut utiliser des éléments de langage, s'y préparer, etc. Mais c'est à un moment donné où les questions sont quand même posées et c'est quand même important parce que c'est pas pour rien que ces séances sont obligatoires et que c'est impossible pour le gouvernement d'y déroger parce que c'est des moments donnés où vraiment on va poser les questions. Et oui, en fait, alors faut
faut avoir conscience que y a toute une stratification en fait de comment l'Assemblée et le Sénat peuvent interroger le gouvernement et jouer son pouvoir de contrôle. Il y a les questions orales sans débat, souvent sur des termes très technique, et c'est souvent très localisé et très peu médiatique. Il y a les questions à un ministre, c'est un peu la même chose que la question au gouvernement, parce que la question au gouvernement c'est plus général et d'où son côté un peu traditionnel et symbolique en fait du dialogue entre l'exécutif, le pouvoir exécutif, donc le gouvernement, les ministres, etc. et le terrain, que ce soit les députés ou les sénateurs. Ouais, mais c'est surtout qu'en fait, les questions au gouvernement sont vraiment là pour ça, en fait. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, s'il y avait même qu'une séance à regarder de la semaine à l'Assemblée ou au Sénat, ce serait vraiment les questions au gouvernement, parce que c'est là où tout se joue, c'est là où les thèmes peuvent intégralement s'aborder. Quand le Parlement est en session et discute d'un projet de loi, on discute d'un sujet. Et là, dans les QAG, on discute de plein de sujets différents. Et généralement, c'est pareil pour les auditions de ministres, que ce soit en commission ou dans l'hémicycle. On discute des sujets avec le ministre qui est là. On va pas parler à Olivier Véran des problèmes d'agriculture, parce qu'il est ministre de la Santé. Donc voilà, les QAG, c'est vraiment un gros brassage, et c'est un peu le moment où théoriquement la nation se retrouve un peu, enfin les députés, les représentants de la nation se retrouvent pour poser les questions. C'est vraiment, je sais que c'est une séance qui est pas très populaire parce qu'il y a un côté théâtral, il y a un côté bordélique, etc. Mais quand on fait l'effort d'écouter ces séances, de regarder ce qui s'y dit, et il y a des questions navrantes, il y a des réponses navrantes comme il y en a toujours, mais c'est à un moment donné, on peut quand même nous-mêmes se poser des questions en se disant, oui, c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Et alors là, effectivement, l'actualité est surchargée par le Covid et par la crise sanitaire, mais malgré tout, il y a quand même des questions qui sont posées sur l'agriculture. Il faut voir aussi que cette séance de QAG, c'est les seuls moments où, par exemple, on peut parler des conséquences des essais nucléaires, où il y a des députés qui viennent justement des territoires où ont lieu ces essais nucléaires et ils demandent, mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour l'indemnisation? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc c'est vraiment une expression extrêmement diverses, et le fait est que ces séances existent toujours malgré les changements d'organisation qui ont eu lieu en 2019, prouve leur importance. En 2020, tu veux dire? Non, en 2019. En 2019. Par rapport à... Oui, parce que donc en 2019, cette étape de la vie parlementaire a été modifiée donc, sous l'initiative de Richard Ferrand, l'actuel président de l'Assemblée nationale, si je ne dis pas de bêtises. Notamment sur le temps de questions. Cette enveloppe de 4 minutes comprend aussi les répliques quand on veut un peu relancer une question sur un sujet. Donc ça donne des moments assez durs aussi, où en fait on dit les gens allez faites vite, c'est tendu, au suivant. Et pour les ministres ça doit être assez compliqué parce que si tu me coupes si je me trompe. Contrairement aux questions orales sans débat, les questions au gouvernement ne sont ni déposées, ni notifiées, ni préalablement publiées, et donc leur contenu n'est pas communiqué au gouvernement. Alors, sauf sur les trucs techniques, je crois. Alors, ça dépend. Non. En réalité, ce qui se passe, c'est que les parlementaires sont libres. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait. Ils ont le droit de transmettre leurs questions et ils ont le droit de ne pas le faire. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage pour un parlementaire de transmettre sa question à l'avance à un ministre, c'est que si c'est une question réelle, c'est-à-dire c'est pas là pour faire de la polémique ou du débat politicien, ça permet au ministre d'avoir les dossiers. Parce que si du jour au lendemain, un ministre, il n'est pas omniscient, si on l'interroge sur, je sais pas, un barrage en Nouvelle-Calédonie ou qu'est-ce qui se passe sur telle mesure, tel point précis, il va pas forcément savoir. Donc, c'est un avantage également pour le ministre de savoir sur quoi il va être interrogé, parce qu'il peut venir avec des données. Donc ça, c'est le parti très positive, on va dire. Après, on peut dire, oui, mais du coup, il a juste à se préparer, il prépare ses éléments de langage et il récite. Et ça arrive, surtout en ce moment avec le Covid, où il y a des ministres qui sont à l'isolement, c'est d'autres ministres qui répondent. Et du coup, ils récitent des fiches, parce que malheureusement, voilà, c'est comme ça. Mais le fait est que les députés peuvent aussi dire... alors, on connaît la liste des députés qui vont prendre... On sait qui va prendre la parole. Donc, ça permet des fois de deviner... Et on sait quel ministre ils vont interroger. Et on sait sur quel sujet. Mais on ne sait pas exactement quelle va être la question. Donc voilà, ça dépend vraiment. En général, la majorité transmet toujours ses questions au gouvernement, parce qu'elle n'est pas là pour le mettre en difficulté. L'opposition, c'est beaucoup plus rare. Et il y a aussi des députés, des sénateurs qui estiment qu'ils n'ont pas à transmettre leurs questions avant. C'est assez personnel à ce niveau-là. Je vais juste faire une précision sur le temps de parole. Effectivement, c'est très court, 2 minutes. On le voit, nous, on n'arrive pas à faire des émissions de 15 minutes. Alors eux, faire des questions en 2 minutes, c'est très compliqué. À noter qu'il existe quand même une exception à cette règle, c'est le Premier ministre qui n'est pas limité en temps de parole. J'ignorais, tiens. Et il y a aussi une espèce de tradition qui fait que quand un président de groupe parlementaire pose une question, c'est toujours le Premier ministre qui lui répond.
Ah bah tu vois, je savais pas cette subtilité. Alors je sais que il y a aussi, comment dire, dans le règlement de l'Assemblée nationale, il y a une, comment dire, les réponses aux questions n'ont en principe, faut le noter d'ailleurs, c'est vrai pour les questions orales, ces réponses n'ont aucune valeur juridique. Et c'est vrai que parce que c'est pas des lois qui ont été votées, et ne lie pas l'administration, sauf en matière fiscale, où elles sont considérées comme exprimant l'interprétation administrative des textes. Et c'est normal parce que c'est l'exécutif qui s'exprime. Donc ça paraît assez logique. Mais pour revenir sur les QAG sont vraiment de l'expression orale et il n'y aura jamais... Alors, en tout cas, j'ai pas souvenir d'annonce à ce niveau-là. Genre maintenant, jamais un gouvernement va réserver une annonce pour les QAG. C'est genre, il va pas faire une annonce pendant les QAG. Ce qui en dit long d'ailleurs sur le pouvoir du Parlement, au passage. Puisque maintenant, on réserve ces annonces aux médias ou à une expression du Premier ministre ou du Président, mais pas au QAG. Voilà, déjà. Mais au-delà de ça, c'est vrai que les questions écrites, bon, c'est pareil, c'est comme les questions orales sans débat, c'est du travail très technique. À une époque, certains députés, sénateurs en abusaient, envoyaient plein de questions écrites pour dire, voilà, regardez les chiffres, regardez, je travaille. Mais voilà. Donc les QAG, c'est vraiment un exercice très particulier. C'est un exercice qui peut être assez agaçant, je conçois vu de l'extérieur, mais je pense qu'il faut vraiment donner sa chance à ces séances. Parce que, au-delà des incidents de séance qui sont très relayés, c'est quand même des séances où on discute d'énormément de choses. Et c'est une diversité d'expressions, malgré les difficultés, parce que l'Assemblée et le Sénat soient représentatifs, ça reste quand même une diversité d'expressions. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, peut-être explicite ce que tu entends par incident de séance. Alors, parce que moi je vois très bien, on en a parlé hors micro, mais... Ouais, un incident de séance, c'est un député qui pose une question outrancière, c'est un ministre qui fait une réponse qui fait en sorte que des députés vont quitter la séance. C'est arrivé plein de fois, déjà, qu'un groupe de députés s'estime insulté par un ministre et décide de quitter la séance en matière de protestation. C'est aussi les tristement insultes sexistes qui ont lieu à l'Assemblée, les remarques, etc. Donc c'est une séance où il faut bien voir que l'ambiance est très tendue. Ça arrive de temps en temps, surtout à l'Assemblée, que l'ambiance soit très tendue. C'est beaucoup plus rare au Sénat, mais c'est arrivé il n'y a pas très longtemps au Sénat sur une question au gouvernement où c'est Laurence Rossignol, qui est une sénatrice PS, qui est vice-présidente du Sénat au passage, qui pose une question sur un cas spécifique relative à des questions de sexisme. Et Éric Dupond-Moretti répond alors qu'il est lui-même engagé dans l'affaire, c'est sur Georges Tron. Et donc Laurence Rossignol s'énerve vraiment à ce moment-là. Et il faut savoir qu'au Sénat, c'est extrêmement rare. Donc voilà, il y a vraiment une ambiance dans les QAG où toute la classe politique représentée dans ces hémicycles, je fais bien la précision, quand même se retrouve. Et c'est généralement la séance des règlements de compte, vraiment. Pour le coup. Alors, pour le coup, il se trouve que ce qui est intéressant, c'est que ces questions au gouvernement sont situées autour du Conseil des ministres, qui est donc le mercredi matin. Et c'est assez intéressant de voir ce positionnement-là. Voilà, je sais pas à quoi c'est dû, mais je trouve ça intéressant. En fait, le truc, c'est que à la base, les séances étaient le mardi et le mercredi à l'Assemblée. Lorsqu'on est passé à une séance unique, ils ont mis le mardi pour pas empiéter sur les questions du Sénat qui étaient le mercredi. Non, je dis des bêtises en plus. À la base, c'était le mardi et le jeudi et ils ont juste gardé la séance du mardi. Ce qui permet aux élus de retourner sur le terrain en fin de semaine. Oui, et puis il y a aussi un vrai truc, c'est que le gouvernement peut pas être à deux endroits au même moment, quoi. Et il faut voir quand même que ces séances, mine de rien, ça prend du temps au gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut que le Premier ministre soit au banc le mardi après-midi, le mercredi après-midi, c'est réservé aux séances de questions au gouvernement. Et sachant que tu dis, en plus le Conseil des ministres, on voit que c'est quand même des choses qui pèsent dans la vie politique. Alors après... voilà, toutes les séances sont pas frappadingues non plus, mais surtout en ce moment, il y a... en fait, les séances de questions au gouvernement sont à la fois une façon de voir quels sont les sujets qui sont plus remontés dans la sphère politique, donc les sujets qui inquiètent le plus, qui dramatisent le plus, qui sont plus sujets à débat, mais c'est aussi une façon de voir la stratégie de l'exécutif parce que il est obligé de répondre. Même s'il répond mal, il est obligé de répondre. J'ai évoqué tout à l'heure les questions écrites au gouvernement, donc qui sont souvent sur des points techniques, et c'est pas à négliger, mine de rien, parce que donc il y a eu un accroissement là avec le numérique. Il y a eu un accroissement des questions. Par exemple, tout simplement, on est passé en 94, il y en avait 12 000, en 2015, il y en a 20 000. Voilà, vous avez 20 000 questions à répondre. Alors le gouvernement,
il a un délai, il a un délai moyen qui s'établit à 180 jours quand même, avec un taux un taux global de réponse de 70%. Donc quand même 30% qui passent. Ça devrait être 100%, mais bon. Ça devrait être 100%, mais c'est vrai que quand tellement, c'est dur à gérer. À noter que pour les questions qui resteraient sans réponse, les présidents de groupes, donc vous savez, ces groupes parlementaires qui donc constituent plusieurs partis en même temps, peuvent signaler des questions écrites dans le journal officiel auxquelles les ministres s'engagent à répondre dans un délai de 10 jours. Donc ça permet les choses qu'on n'a peut-être pas vues en séance et qui n'ont toujours pas été traitées, on peut quand même avoir des recours pour voir des choses avancées. Pour vous dire, en fait, la question écrite, c'est le niveau de pression numéro 1. C'est le support N1 et les questions au gouvernement, c'est le dernier support, c'est le dernier niveau de support. C'est-à-dire que, en fait, une question écrite, c'est public. Voilà, la question écrite, le gouvernement peut y échapper parce que personne ne surveille vraiment les questions écrites. Mais alors, les questions au gouvernement, il est hors de question que le gouvernement ne dise « je ne réponds pas à cette question ». Le jour où un ministre se lève et dire « je ne souhaite pas répondre à cette question » et se rassoit au banc, je peux vous assurer que ça va faire un sacré ramdam pour le coup, parce que certes, il peut le faire, mais c'est totalement irresponsable. Ce serait totalement irresponsable. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que l'ambiance se tend souvent dans ces séances, c'est parce qu'en fait, là, on est vraiment argument contre argument. On n'est pas caché derrière un texte, derrière un amendement, etc. On n'est pas forcément dans de l'échange très précis, très pointu. On est face à un ou une députée qui défend vraiment sa question et le ministre ou la ministre qui doit répondre, en fait. Donc, c'est aussi pour ça que l'ambiance se tend, parce que ces questions au gouvernement sont le reflet du théâtre politique qui existe, mais le théâtre, c'est vraiment la représentation de la vraie vie, de la vraie politique. Et je peux vous assurer qu'actuellement, quand vous voyez ce qui se passe avec la situation sanitaire, qu'il y a des élus de terrain qui sont angoissés, flippés, en colère, ou voire même plus, et qui remontent ça aux députés, le député, lui, il remet ça devant le ministre. Donc si la réponse n'est pas bonne, vous voyez un peu à quel point il y a des émotions qui peuvent aller dans ces séances. Et c'est aussi pour ça qu'elles sont très importantes, parce que une fois que c'est dit, une fois que c'est sorti, c'est un peu le rôle aussi de l'hémicycle, c'est de mettre en scène le débat qui existe au niveau national pour éviter qu'il s'exprime par des manières plus violentes. Mmh. Et ça a donné des moments assez emblématiques. On se souvient donc des réponses de Badinter sur l'abolition de la peine de mort. On se souvient des discours de Madame Taubira sur le mariage pour tous, ou même les discours hallucinants de Boutin sur le Pacs, qui était vraiment injurieux, quoi. C'était vraiment terrible. Ou même plus récemment la colère d'Olivier Véran. C'était pas en QAG pour le coup. C'était pas en QAG. Autant pour moi. Le Véran, il est très. Alors Véran pour le coup, mais pour le coup, c'est quand même un bon exemple, parce que Véran, c'est vraiment le mec. Alors je suis désolé pour la métaphore, mais c'est un pitbull. Il ne lâche rien. Mais vraiment, vous le voyez en QAG, il se fait attaquer de toutes parts. Forcément, le ministre de la Santé en ce moment, mais il ne lâche rien. C'est-à-dire que vraiment, il a ça fait partie. Il y a plusieurs types de ministres. Véran, c'est le ministre qui ne lâche rien. Quand il se fait attaquer, il réplique. Ça donne des échanges parfois très tendus, notamment en QAG. Mais pour terminer, ce que je vous conseille, si vous souhaitez les mater, je vais faire un peu de publicité, mais toutes les semaines, le streamer, pour le coup le vrai streamer, Jean Massier, sur sa chaîne Twitch, lui suit les séances, les diffuse, les séances à l'Assemblée et au Sénat, et vous avez par-dessus son commentaire en plus qui consiste à préciser un peu le contexte, qui s'exprime, etc., et avec un chat, etc. C'est beaucoup plus intéressant à regarder comme ça que de simplement regarder la séance en replay ou à la télévision. Oui, c'est vrai que ça peut être parfois un peu dur à regarder. Ouais. Et surtout, on n'a pas forcément tous les codes. C'est quand même très codifié. Moi, il y a des choses parce que je regarde ça depuis des années, donc moi, la séance de questions au gouvernement, c'est assez classique, mais effectivement, une question qui revient très souvent, c'est est-ce que les ministres ont les questions à l'avance ? Ce qui n'est pas forcément évident à savoir. Mais vraiment, j'insiste beaucoup, mais donnez leur chance à ces séances. C'est vraiment des séances très importantes. Bien, on va arriver au terme de cette émission. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose sur les questions au gouvernement ? Oui, dire tout simplement que les incidents de séance arrivent, mais que c'est quand même pas la majorité de ce qui se fait là-bas. Ça reste plus des trucs notables que le commun. Ça, c'est dit. Merci beaucoup, Nemo. On te retrouve dans À Gauche Toute avec moi et JB. Et on te retrouve aussi dans Swing State avec une politique américaine qui est agitée, dirons-nous, parfois. Toujours. Un peu moins maintenant, mais...
On remercie évidemment SuzyQ qui nous fait le générique. On remercie YouPod qui nous permet de mettre ce podcast sur YouTube. Et on remercie PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS. Et on vous remercie, vous, de nous écouter de plus en plus nombreux et nombreuses. C'est toujours un plaisir. Et puis pour vos petits retours qui font toujours très chaud au cœur. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.